Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. J'espère que vous allez bien, je suis le professeur Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, on va s'intéresser aux dynamiques des sous-jacents on-chain comportementaux du marché du Bitcoin. On va s'intéresser un peu à l'Ether aussi. On va en fait prendre le marché dans son ensemble et le regarder d'abord d'un point de vue à moyen long terme, on va dézoomer. Et puis au fur et à mesure, progressivement, on va zoomer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année 2024. On a déjà beaucoup abordé ces sujets, mais il est toujours important d'aller remontrer certaines dynamiques qui sont importantes, notamment parce qu'on pourrait retrouver ces dynamiques potentiellement d'ici quelques semaines à quelques mois, donc ça va être important pour moi d'expliciter au maximum ce qu'on a pu observer au cours des derniers mois pour que si jamais ça se reproduise dans les prochains mois, on puisse l'identifier facilement et potentiellement l'anticiper. On va se demander pourquoi Bitcoin domine actuellement les marchés spot, et oui, je sais, l'Ether a fait une super bougie hier grâce à la nouvelle de la potentielle qui n'est pas sûre, encore une fois, approbation des ETF, donc on est encore très loin de tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi Bitcoin domine encore actuellement les marchés spot, mais pourquoi l'Ether est en train de faire face à une énorme spéculation sur les marchés dérivés. Voici l'ensemble de notre menu pour cette semaine. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire le plus simple et le plus succinct possible, malgré le fait qu'il va peut-être avoir un petit peu d'informations. Dans l'ensemble, un contexte très simple, hein, on avait bien augmenté en termes de prix. Ça, on avait une très belle saturation du profit qui avait mené à une prise de profit qu'on va détailler dans un instant, pour ensuite ranger entre une borne basse à 60 000, une borne haute à 73 000 depuis quasiment début 2024, hein, depuis mars en fait, en réalité, précisément depuis mars 2024. On a eu bien sûr notre petit moment de panique surestimé en dessous des 60 000, donc le joli ici bear trap qui est venu être comblé, et en fait on a fait simplement 3 bougies de quasiment 7%, donc une bougie d'à peu près 7% le 4 mai, une bougie d'à peu près 7% le 15 mai et une bougie d'à peu près 7% le 21 mai. Et ces 3 bougies, qui nous font à peu près 20-21%, nous ont permis de récupérer la majorité des résistances qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire qu'on a récupéré d'abord la résistance à court terme des 64 pour être sûr de récupérer un billet haussier sur du court terme. Ensuite, on s'est affranchi de la résistance des 67 000 qui était le pivot intermédiaire, donc qui nous permet de rentrer dans un momentum plus accéléré. Et ensuite, du coup, là, on est en train de travailler sur la résistance, la dernière, la résistance, la fameuse des 71-72. Mais comme vous allez le voir, on va avoir potentiellement un petit, pas un petit retracement, mais on va prendre un petit temps pour travailler cette résistance pour plusieurs raisons. Donc voilà l'ensemble de ce qui concerne l'action de prix, si on regarde simplement l'ombre des prix et qu'on s'intéresse à cela. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé au cours des derniers mois. On va d'abord s'intéresser au pourcentage d'offres en profit, une métrique que vous connaissez certainement, parce que c'est simplement le pourcentage de l'offre qui est détenue en profit sur la circulation totale. Donc on va essayer de mesurer sur le nombre de BTC totaux qui circulent, et bien combien sont détenus à profit, combien sont détenus en perte. On en fait un pourcentage, et lorsqu'on est proche de valeurs relativement basses, notamment 50%, qui est un seuil vraiment critique, et bien c'est un moment où il y a énormément de BTC qui sont détenus à perte, et ça peut être un moment très intéressant pour s'exposer au marché, alors que justement quand on a énormément de BTC qui sont en profit et que la quasi-totalité, c'est-à-dire plus de 95-99% même de l'offre est en profit, et bien on va avoir une incitation à la prise de profit, donc une augmentation de la pression de vente, et s'il n'y a pas suffisamment de demande, et bien ça fait plus d'offres que de demande et le marché ralentit, le sommet devient lourd, les acheteurs qui vont acheter le sommet, eux ils ont zéro rentabilité, du coup ils paniquent et on a une dégradation continuelle jusqu'à avoir une correction qui peut mener fin à qui peut mettre un terme à un bull market, ou pas d'ailleurs. Comme on peut le voir, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Dans l'ensemble, le marché des crypto-monnaies, comme on l'a dit, il stagne entre les 60 000 et les 73 000. Donc on peut se laisser atteindre par la volatilité quotidienne parce que ça bouge beaucoup, mais dans l'ensemble, en fait, on est toujours dans le même range, hein. Ça fait quasiment 6 mois, ça fait quasiment 3 mois qu'on est dans le même range. Et quand on prend un peu de recul sur la situation, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on a juste fait suite à une période durant laquelle, justement, le pourcentage d'offres en profit, qui était en croissance depuis l'année 2020, depuis la fin de l'année 2022, hein, donc on a vraiment une croissance extrême, on a vraiment une superbe séance sur des high time frames, sur du très long terme, et on se rend compte que bien en fait on est venu atteindre un pourcentage d'offres en profit qui dépassait les 99,9% en mars dernier, et ça c'était le premier épisode de saturation du profit du marché actuel. On peut voir il peut avoir
plusieurs épisodes de saturation au sein d'un marché haussier. Par exemple, celui de 2021, on a connu à peu près 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui, dans l'ensemble, on peut dire que c'est ça. 6, 7, si on compte les rebonds qu'on a connus en fin 2021, mais bon, à mes yeux, on était déjà en bear market en fait, en soi. Donc, pas si intéressant que ça. Mais dans l'ensemble, ici, on a eu notre première période de saturation de l'offre en profit qui a mené évidemment à une incitation à la prise de profit qui ensuite a mené à une correction sur du court terme, bien sûr, mais on se rend compte qu'on est en train de se rétablir et que dans l'ensemble actuellement on a quand même une rentabilité qui est supérieure à 90. Là il y a une moyenne sur 7 jours, hein. si on enlève la moyenne mobile sur 7 jours, on se rend compte qu'en fait on est déjà au-dessus de 95, donc on retourne déjà vers des moments où l'offre en profit recommence à être saturée, mais pas encore suffisamment pour que ça puisse être dangereux à mon avis sur du court terme, ou qu'il faille se désexposer. On va simplement temporiser légèrement aux alentours des 72, on va casser, et si tout se passe bien, on aura un nouvel ATH. Ce qu'on est capable d'observer aussi, via la rentabilité de l'offre, certes, mais aussi via la rentabilité des dépenses, c'est le comportement de dépenses de certaines tranches d'investisseurs, notamment les investisseurs à long terme, qui vont avoir une emprise, un impact très très important sur les dynamiques de distribution en profit durant les marchés haussiers. Notamment, on peut l'observer via le SOPR, qui est le LTH SOPR, donc la mesure de la rentabilité des dépenses faites par les investisseurs à long terme, qui va être capable de nous dire quand est-ce qu'ils sont en train de diminuer leur prise de profit, quand est-ce qu'ils sont littéralement en train de prendre de la perte, quand est-ce qu'ils augmentent leur prise de profit, et notamment quand est-ce qu'ils l'accélèrent, parce qu'on est proche d'un point où ça peut être très intéressant pour eux de vendre. Et ce qu'on est capable de noter ici, c'est qu'il y a une accélération qui a été très rapide en fait. On est passé de valeurs où ils réalisaient des profits entre 10 et 30% dans l'ensemble. En l'espace de quelques mois, entre octobre et mars, on est passé de plus 30% sur une vente à plus 300% sur une vente. Littéralement, on est passé, on a fait un LTH SOPR qui a fait 3, voire 3,70, donc on a eu des valeurs vraiment très 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 élevées. Et donc en fait, cette accélération de la prise de profit, qui normalement a lieu un peu plus tard dans le cycle, hein, si on regarde, eh bien on se rend compte qu'au niveau du travail sur les ATH, on a des valeurs qui sont aux alentours de 2, 2,5, c'est ce qui s'est passé. Et une fois que l'ATH est cassé, là on accélère. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que les investisseurs à long terme ont accéléré leur prise de profit, alors même que l'ATH n'était pas encore, enfin que l'ancien ATH, d'accord, les 69 000 étaient cassés, certes, mais qu'on travaillait encore sur la zone dans sa globalité. La preuve, c'est que on est juste aujourd'hui en train de travailler encore sur les 69 000. Actuellement, à l'heure où je parle, on est aux alentours en dessous des 70 000 encore, ou très proche. Et on voit en fait que les investisseurs à long terme ont pris beaucoup de profit, alors même que le prix était en train de stagner, avant même du coup d'attendre qu'il y ait vraiment une croissance du marché. Et ça a pu être une des raisons pour lesquelles l'ascension du prix a été enrayée, et que du coup la hausse qu'on a eue, eh bien pour le moment elle a amené à une correction temporaire. Ce qui se passe, c'est que les investisseurs à long terme, ils ont décidé de réaliser des profits plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire pas après la cassure de l'ATH, mais à la cassure de l'ATH, juste à l'ATH, sans attendre davantage de croissance du marché. Ce comportement, c'est la principale conséquence du range actuel qu'on a sur le BTC. Donc sur le long terme, on peut se rendre compte de quelque chose de très très simple en fait, si on regarde les données. C'est simplement qu'on a eu une saturation du profit de la part des investisseurs à long terme et de la part des investisseurs à court terme, et que les investisseurs à long terme, eux, ils se sont dit, bah écoute, c'est très bien, je suis en profit, est-ce qu'on va partir plus haut? Peut-être, ok, ben moi je prends quand même des profits maintenant. Et ils ont accéléré leur prise de profit alors que le prix commençait à stagner, on le voit ici, hein. Donc une prise de profit qui augmente alors que le prix lui commence à ralentir, ce qui nous montre bien qu'ils ont préféré prendre des profits un peu plus tôt, ils ont préféré anticiper. Et cet accroissement de la pression de vente de la part des investisseurs à long terme, qui n'a pas réussi à être comblé par une demande suffisante de la part des nouveaux entrants, alors que le prix n'offrait plus une rentabilité entre guillemets intéressante parce qu'il était en train de stagner avec un sommet technique à 73, et bien c'est une des raisons pour lesquelles le prix a corrigé. Plus d'offres que de demandes, une demande qui n'est plus rentable sur le court terme alors que l'offre à long terme a bien réalisé ses profits. Donc clairement les investisseurs à long terme ont utilisé les acheteurs de top ici comme de l'exit liquidity pour ensuite venir les stresser au maximum et venir potentiellement racheter plus bas, mais ça il est encore un peu trop tôt pour savoir si les investisseurs à long terme ont acheté ici. Par contre on va être capable de détailler plus ce qui s'est passé à court terme, maintenant qu'on a la vision long terme et qu'on sait pourquoi le prix a ralenti, ce qui est déjà une
une dynamique très importante à mettre en place et à souligner, eh bien on va être capable d'observer ce qui s'est passé à plus court terme, notamment grâce à deux courbes qui vont être très très importantes, c'est les coûts d'achat moyens des investisseurs à court terme et à très court terme. Dans l'ensemble, on va être capable d'identifier des comportements à court terme sur le prix du Bitcoin grâce à ces deux courbes. Donc en rouge, on a le prix moyen d'achat des Bitcoins qui ont été acquis entre un jour et une semaine, qui va servir de seuil bull bear pour les jours voire semaines à venir, donc quelque chose qui est relativement très très court terme. Et en orange, on va avoir le sacro-saint prix moyen des BTC qui ont été acquis au cours des 150 derniers jours. Je veux bien parler bien sûr du STH Realized Price, le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui va nous servir de seuil bull bear pour les semaines et les mois. Du coup on a une moyenne à très très court terme avec notre borne rouge et on a une moyenne à court voire moyen terme avec notre borne orange. Ce qu'on est capable d'observer, c'est qu'il y a des comportements logiques qui vont se créer ici. Un comportement logique qu'on va être capable d'observer notamment, c'est ce qu'on a expliqué plus tôt, c'est le fait que on va avoir un prix qui va ralentir à cause de l'incitation à la prise de profit et la pression de vente, alors que, comme on peut le regarder ici, le prix était toujours soutenu par le prix réalisé des investisseurs à très très court terme, c'est-à-dire la borne rouge ici. Et en fait, une fois qu'on va casser cette borne rouge, eh bien on va arriver dans un état de stress à court terme où les investisseurs vont être sous l'eau, puis vont à nouveau redevenir un petit peu rentables, puis ils vont être sous l'eau, puis ils vont redevenir rentables, puis ils vont être sous l'eau, puis ils vont redevenir rentables. On va faire un yo-yo en fait de rentabilité, ce qui va permettre de tenir les investisseurs à très court terme par les émotions, parce que du coup ils vont paniquer quand on va avoir un prix qui descend en dessous de leur coût de base, donc ils vont vendre en perte et ils vont paniquer. Ensuite, une fois que le prix va revenir au-dessus, ils vont racheter au niveau des sommets locaux. Le prix ensuite va corriger, ce qui va les refaire paniquer. Nouveau sommet local, hop là, le prix corrige, nouveau sommet local, ok, le prix corrige. Et ce que ça va permettre de faire, ça va être de transférer les BTC qui ont été achetés au niveau des sommets par les investisseurs à court terme vers des investisseurs plus résilients qui vont attendre en fait quelque chose de très très simple. Ils vont pas nécessairement acheter à chaque fois qu'on va avoir une petite correction. L'idéal dans ces moments-là, c'est d'attendre qu'on ait un test du STH Realized Price, le sacro-saint. Et on voit bien qu'ici, on a eu une touchette en dessous du prix réalisé des investisseurs à court terme, des STH, mais on est venu les récupérer très très rapidement. Et ici, ça a marqué un pivot. En fait, on a pu avoir, après le ralentissement du prix et la correction dans la douleur avec une maximisation du stress en dessous du prix réalisé à court terme, eh bien on est venu le rechercher, ce qui a permis de confirmer qu'on avait une conservation du momentum et du biais haussier sur le court moyen terme, et ensuite on est revenu travailler et rechercher le prix réalisé des investisseurs à très très court terme, donc les BTC qui ont été achetés au cours d'une semaine à un jour. Et donc une fois qu'on a pu rebondir sur notre borne à court moyen terme, puis ensuite sur la borne à très court terme, c'était le signal pour qu'on aille rechercher une jambe haussière. Je vais vous mettre simplement rapidement ici les annotations, histoire que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour vous. Donc on a un marché qui entame une correction lorsque le sommet devient trop lourd, que beaucoup de prise de profit est faite et que les investisseurs qui ont acheté à très court terme ne sont plus rentables. On a ensuite une dégradation du contexte on-chain jusqu'à ce que le stress atteigne son paroxysme avec un test du coup de base à court terme. Si le coup de base à court terme il est conservé, eh bien c'est bon. On a ensuite une inversion de tendance, on a une confirmation du fait que le biais haussier à court terme il est confirmé, et ensuite il ne nous reste plus qu'à aller travailler autour encore une fois de ce coup de base à très court terme, de l'utiliser comme résistance, plutôt l'utiliser comme support, c'est-à-dire qu'on va le casser en tant que résistance et on va l'utiliser comme support. Donc on voit bien ici une dynamique où on va passer en dessous de la borne rouge jusqu'à atteindre la borne orange. Une fois qu'on a rebondi sur la borne orange, il nous suffit de repasser au-dessus de la borne rouge et pouf, c'est reparti. Et donc là, vous avez toute l'action de prix depuis mars qui vous a été expliquée en l'espace de 15 minutes dans une vidéo, parce que bah voilà, c'est la beauté de l'analyse on-chain de vous expliquer pourquoi est-ce que le prix il a pu corriger, bah parce que les investisseurs à long terme ils ont pris énormément de profit un peu plus tôt ce cycle-là, donc c'est pas grave, hein, c'est juste que ça coïncide pas nécessairement avec les cycles précédents, parce que il y a eu ce ralentissement du prix, bah, la rentabilité à très court terme, eh bien elle a chuté jusqu'à atteindre du coup le seuil qui était le plus important à très court terme. Une fois qu'on a validé le fait qu'on allait conserver ce seuil, et bah du coup il ne restait plus qu'à retrouver de la rentabilité à court terme pour avoir une très très belle jambe haussière qui s'est profilée. Voilà ce qu'on est capable d'offrir comme information avec de l'analyse on-chain de manière relativement simple, hein. Et encore une fois, ces données là elles sont disponibles chez Glassnode, mais elles sont aussi disponibles chez d'autres alternatives comme Check On Chain, comme Bitcoin Research Lab, comme Cherrypick, bref.
Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver d'ici peu de temps, je vous fais un petit teaser. On va avoir des vidéos de tutoriels qui vont arriver sur la chaîne de Cryptos Research, des tutoriels qui seront gratuits, donc il y aura une partie qui sera plus détaillée évidemment pour nos abonnés, mais il y aura une partie qui sera tout à fait gratuite, qui vous servira de présentation et aussi de tutoriels quand même assez pertinents et assez poussés pour vous donner des insights et des conseils sur différents ressources on-chain qui sont notamment gratuites. Donc mon objectif c'est aussi de vous donner accès à des ressources gratuites pour apprendre à pêcher votre propre poisson. Je vais vous détailler ça au cours des prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Donc dans l'ensemble, ce qui était important ici, c'est de vous expliquer la dynamique à moyen long terme du marché, avec d'abord la saturation du profit dans l'ensemble, puis ensuite les investisseurs à long terme qui ont décidé de prendre profit plus tôt. Ensuite, la dynamique à plus court terme, avec du coup les oscillations de la rentabilité à très court terme et le test à avoir sur le sacro-saint. Je le dis beaucoup sacro-saint, mais c'est parce que vraiment ça fonctionne très très bien, cette métrique elle est quand même incroyable, faut pas se l'avouer. Et donc le prix réalisé des STH et puis ensuite le rebond, voilà. Bon, maintenant vous avez une vision d'ensemble. On va vite fait faire un tour par les marchés dérivés pour montrer aussi que bon bah la pression qu'effectuaient les positions short sur le cours du BTC au cours des dernières semaines, du coup c'est vraiment retourné contre eux, hein, comme ce qu'on avait auguré. On avait parlé d'ailleurs il y a un mois de ça, du fait que les shorts étaient encore relativement puissants au niveau des 60 000, au niveau des 62 000, et puis ensuite que ça allait probablement se retourner contre eux avec une série de short squeeze, et c'est exactement ce qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a eu une très très belle série de short squeeze où d'abord on est recherché la résistance des 63-64, boum, short squeeze. Ensuite on est venu travailler la résistance des 66-67, hop là, on est venu les repousser à 3 reprises. D'abord, on avait un très très gros seuil au niveau des 67-3, on l'a repoussé vers les 67-7, puis on a repoussé vers les 67-9, et puis une fois que les 68 étaient franchis, boum, on a eu une très très belle jambe haussière, plutôt un très très beau short squeeze qui est venu nous amener sur les 71 avec l'action de prix qu'on est en train de connaître actuellement. Donc dans l'ensemble, on se retrouve quand même sur une action de prix qui reste très très haussière. Le pivot intermédiaire des 67 000 $, il a été franchi du coup hier. Maintenant, il est désormais crucial de le convertir en tant que support et de travailler sur la dernière zone de liquidation majeure qui est la zone des 71-72. Pour l'instant, on est en train de buter sur les 71-72. Il est absolument pas grave d'envisager, il est absolument même sain d'envisager qu'on puisse retourner vers les 66-67 pour l'utiliser en tant que support, du coup d'avoir hop là une petite correction jusqu'au 66-67, de travailler un peu les 66-67, de retourner vers les 71-72 et de les gratter graduellement jusqu'à atteindre les 72. Et une fois qu'on a les 72, on a gagné parce que simplement on va aller liquider les longs qui sont aux 73, 74, 75, et à partir de là c'est de la découverte de prix sur base de short squeeze. Honnêtement il n'y a pas plus beau setup, mais l'idéal serait quand même qu'on vienne rechercher idéalement les 66, 67 pour être sûr de récupérer au mieux tous les niveaux en fait et de pas partir trop vite non plus, c'est assez important. Donc on voit que sur le contexte on-chain, Bitcoin est relativement fort. C'est vrai que l'Ethereum peut avoir montré un signe de force notamment hier grâce à une news, mais à part cette news là, l'Ether en fait il était pas très très fort en soi, et c'est ce qu'on va être capable d'observer avec notre prochain graphique en fait. Maintenant qu'on a la vision globale de ce qui s'est passé sur Bitcoin au cours des derniers mois littéralement et des dernières semaines, on va regarder une vision d'ensemble de la variation nette de la capitalisation réalisée. En fait, ça va nous permettre de mesurer les entrées de capitaux quand c'est positif et les sorties de capitaux quand c'est négatif, pour essayer de comprendre en fait qui domine les marchés sur le moment actuellement. Et notamment, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se créer, parce qu'en fait, on a souvent une rotation du capital, ou du moins historiquement, on a toujours eu une rotation du capital entre Bitcoin et l'Ether. Au fur et à mesure des bull markets, on a toujours d'abord une vague d'entrée de capitaux majeure sur Bitcoin, qui va ensuite être redirigée vers l'Ether en fin de cycle, parce qu'on va aller essayer de chercher plus de performance avec les actifs risqués en fin de cycle. Ça fait toujours la même chose, hein, c'est Bitcoin, Ether et les alts. Voilà. Évidemment, il va toujours avoir certains alts, notamment des meme coins ou d'autres petits alts isolés, des slow cap, qui vont exploser avant même que Bitcoin ou Ether puissent vraiment développer leur mouvement. Et là, on va en faire du cherry picking et dire ah bah tiens, regarde cet alt là, il a quand même pété, alt season ou pas alt season, d'accord, si vous voulez. Mais dans l'ensemble, quand on regarde des comportements de masse et des dynamiques de fond où vraiment il y a des milliards et des milliards qui sont déplacés, on se rend compte que Bitcoin attire toujours le plus de capital, ensuite Ether débarque, et ensuite on a une rotation vers les alts et aussi les stablecoins, parce que les stablecoins vont permettre de servir de valeur refuge en fin de cycle, évidemment, parce qu'on veut essayer de cash out nos positions, pour ceux en tout cas qui veulent cash out leur position, évidemment. Donc ce qu'on va être capable d'observer,
c'est que tous les cycles précédents, du coup, on a eu cette phase 1 avec Bitcoin, cette phase 2 avec Ethereum. Phase 1 avec Bitcoin, phase 2 avec Ethereum. Toujours la même chose. Et une fois qu'on est en fin de bear market, ou du moins une fois qu'on a des corrections majeures, eh bien, on a des capitaux qui sortent de l'Ether et du BTC, avec souvent plus de capitaux qui sortent de l'Ether que du BTC, comme on peut s'en rendre compte ici. Donc ça, c'est le comportement standard d'un marché haussier. Et maintenant, on arrive en 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Ben, en 2024, en fait, on a eu en simultané des vagues de croissance de Bitcoin et d'Ether, et surtout des grosses vagues de croissance, en fait, des entrées de capitaux, qui donnaient d'ailleurs plus d'intérêt à Bitcoin qu'à l'Ether dans l'ensemble, mais qui ont été en simultané. Vous voyez bien que les phases 1 et les phases 2, ici, elles sont totalement simultanées. C'est très étonnant. Et je vais vous le montrer directement avec le graphique, hein, ce sera plus simple. Donc on voit bien ici les différences entre phase 1 d'abord, phase 2 ensuite, puis ensuite les sorties de capitaux pour BTC et Ether, avec d'abord, enfin, pas forcément d'abord, mais un petit peu plus de sorties pour l'Ether la plupart du temps, hein, évidemment. Évidemment, pas nécessairement, mais dans l'ensemble, il y a toujours un petit peu plus de capitaux qui sortent de l'Ether parce que on veut essayer de protéger le plus du capital, et si on veut le sortir, mieux vaut le mettre en BTC ou en USD que de le garder en Ether, quoi, c'est normal. Et on peut du coup voir qu'actuellement, ou du moins au cours du mois de mars, on a eu la phase 1 et 2 en simultané, donc on a vraiment eu un moment où il y a eu énormément d'intérêt pour l'Ether et pour le BTC, mais le BTC a capté le plus de valeur pour plusieurs raisons, et l'Ether a pas très bien performé. Et donc ce qu'on est capable de voir, c'est que, eh bien, on n'a pas eu de rotation simplement. Ce qui est resté, ce qui allait dans Bitcoin est resté dans Bitcoin, ce qui est allé dans l'Ether ensuite, est sorti pendant la correction. On a eu des sorties de capitaux de l'Ether seulement pendant la correction. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un afflux majeur de capitaux vers Bitcoin et vers l'Ether d'un coup, un peu plus vers le Bitcoin, et en fait, le Bitcoin, il a conservé toute sa valeur quasiment, alors que l'Ether, il n'a pas du tout conservé sa valeur, et en fait, elle est partie vers d'autres actifs, elle a notamment revenu vers Bitcoin. Donc en fait, au lieu d'avoir une phase de rotation entre BTC vers l'Ether, en fait, on a eu les deux en même temps, et on a eu un petit peu d'Ether qui a dû revenir vers Bitcoin, ou qui a dû revenir vers de l'USDT ou des alt aussi, enfin, ça dépend, mais dans tous les cas, Bitcoin n'est toujours pas dominant sur le marché en ce moment. Je sais qu'il a fait une très belle bougie hier, et que ça peut augurer des choses très bien pour l'avenir, mais en l'état actuel des choses, aujourd'hui, le 22 mai à 10h36, quand je tourne cette vidéo, l'Ether ne domine pas le marché, clairement pas. Du moins, si on parle des marchés spot, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, c'est bien Bitcoin qui est l'actif dominant sur les marchés spot, notamment parce qu'il a une excellente rétention des capitaux. Pourquoi est-ce qu'il a une excellente rétention des capitaux ? Parce qu'il y a l'arrivée des ETF Bitcoin Spot, et les ETF Bitcoin Spot, on peut dire ce qu'on veut, d'accord, il peut y avoir des outflows, notamment de Grayscale, sauf que quand on enlève Grayscale, on se rend compte qu'en fait, il y a très peu d'outflows, il y a très peu de sorties. La majorité du capital qui a été investi dans les ETF Bitcoin est resté dans les ETF Bitcoin, à part quelques jours où il y a eu un petit peu de panique, notamment en début mai avec cette touchette sous les 60 000. On se rend compte que dans l'ensemble, en fait, tout ce qui se passe avec les sorties de Grayscale, c'est juste de la réallocation à l'intérieur même du secteur des ETF. Donc c'est la rotation en fait de l'arbitrage avec des frais plus intéressants, notamment parce que pas tout le monde est au courant que maintenant Grayscale a son mini ETF avec les frais les plus faibles du marché. Donc la majorité des gens vont aller chez BlackRock ou chez Fidelity ou chez 21 Shares. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'on a très peu de sorties de capitaux, une rétention très forte avec quasiment maintenant quasiment 830 000 BTC on-chain détenus par les ETF, c'est incroyable. 4,21% de la supply. Je sais pas si ça doit être une bonne nouvelle ou pas, ça dépend de votre point de vue. Est-ce que vous considérez que l'hyperbitcoinisation et l'adoption de Bitcoin doit passer par ce genre de processus? C'est pas mon avis, mais bon, bref, on n'est pas sur ce genre de débat ici. L'important, c'est que Bitcoin attire énormément de valeur via les ETF spot et retient énormément cette valeur. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici. Et c'est pour ça que Bitcoin domine sur les marchés spot actuellement, alors que l'Ether, en fait, pour l'instant, il n'est pas très fort, et ça s'est vu aux égards du ratio BTC et de BTC qui a plongé sous les 0,5 qui a continué de plonger sous les 0,5 pendant quasiment toutes les dernières semaines. Donc dans l'ensemble, on voit bien que c'est Bitcoin qui domine les marchés spot, et c'est la majorité du propos que je voulais vous exposer ici. Par contre, il y a autre chose qui est important à noter, c'est que si Bitcoin il accapare les marchés spot, c'est clair aujourd'hui, eh bien l'Ether, il y a une énorme spéculation en cours dessus via les marchés dérivés. Mais quand je vous dis une énorme spéculation, mais c'est que je trouve ça presque malsain d'un certain point de vue. Bon, c'est pas malsain en soi, mais disons que c'est tellement élevé que on est dans de la surchauffe, là littéralement on est dans de la surchauffe spéculative, hein. On a une croissance de plus de 24%, donc quasiment 25%, quoi. C'est incroyable, de l'intérêt
intérêt ouvert de l'Ether en l'espace de 3 semaines. Entre début mai et le 22 mai actuellement, donc en 3 semaines c'est ça, on a un intérêt ouvert qui est passé de 2,8 millions d'Ether à quasiment 3, on a touché les 3,8 ? Non, 3,7, allez, vas-y. 3,7 millions d'Ether. Donc en fait on a une spéculation en cours sur l'Ether ici, vous pouvez le voir actuellement, vraiment une courbe ici qui nous montre qu'il y a un intérêt spéculatif majeur sur l'Ether. Et si on va regarder un peu les valeurs, si on regarde sur 2 ans par exemple, on se rend compte, en fait ces valeurs là, c'est des valeurs qui sont extrêmement élevées, des valeurs qu'on a retrouvées que dans des moments de très et même trop forte spéculation qui étaient dues notamment à la plateforme FTX, donc vraiment une surchauffe de spéculation qu'on a connue à la fin du bull market de 2022, et depuis en fait là on est sur un ATH, si on regarde les valeurs seulement de 2023, on est sur un ATH de la spéculation sur Ether. Donc il est en train de se passer quelque chose de majeur sur l'Ethereum. Bitcoin accapare clairement les marchés spot, mais il y a tellement de gens qui sont bullish, je pense, sur l'Ether depuis un bon moment, qui attendent que l'Ether performe. Et en plus, avec cette news là qui est venue hier pour catalyser la hype aux abords des ETF spot sur l'Ether, qui a vraiment une énorme spéculation sur l'Ether en ce moment. Je pense qu'il y avait quelques shorters qui ont dû se faire tract, mais la majorité des positions devaient être longues parce que, comme on voit à quel point le fait que le prix ait augmenté, ça n'a pas fait chuter l'intérêt ouvert de l'Ether. C'est probable qu'en fait il n'y avait pas autant de positions short que ce qu'on pourrait imaginer et qu'en fait c'était la majorité du long et du coup il y a juste eu encore plus de longs qui sont ajoutés. Donc voilà dans l'ensemble ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, un programme qui était un petit peu plus pas chargé, c'est juste que j'ai pris un peu plus de temps peut-être pour détailler certaines dynamiques, mais je voulais vraiment que vous compreniez dans quelle dynamique on s'est ancré sur du moyen terme. Cette dynamique notamment de saturation de l'offre en profit et de la prise de profit des investisseurs à long terme, elle va être cruciale dans les prochaines semaines si on retourne en découverte de prix, parce qu'on ce comportement va se répéter. Donc en fait je voulais vraiment encore une fois bien l'identifier aujourd'hui pour que vous compreniez qu'est-ce qui peut arriver si cela se reproduit d'une manière relativement similaire. Le marché va pas se répéter exactement, mais il va sûrement rimer. Donc je voulais essayer de vous montrer un peu tout ça aujourd'hui. Bon, une petite conclusion pour terminer. In fine, les données de cette semaine, elles suggèrent que le rétablissement du marché au cours des derniers mois, le ralentissement du marché au cours du dernier mois, il était légitime d'un point de vue à moyen long terme, avec la très forte prise de profit des investisseurs à long terme qui est survenue aux abords de l'ATH. Malgré la panique surestimée qu'on a connue en début mai, dans l'ensemble, le rétablissement du momentum haussier, il a été confirmé par le rebond du prix sur le coup de base des investisseurs à court terme, le prix des STH, le prix réalisé des STH, et par ensuite la fameuse cassure du pivot des 67 000 $ qu'on a eu juste en début de semaine, là, vraiment très bien d'ailleurs, une très belle conformation. Et donc dans l'ensemble, si le BTC il domine largement les marchés spot, eh bien on se rend compte que l'Ether il attire énormément les spéculateurs sur les marchés dérivés, et il semble parier gros sur cette potentielle approbation des ETF Ether aux États-Unis. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Plusieurs données assez intéressantes, j'espère que dans l'ensemble ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter l'article disponible gratuitement sur le site de Cryptos, vous connaissez maintenant bien la formule j'imagine. Pour nos chers tweetos, bien sûr, allez si possible consulter le thread, relayez-le. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a de moins en moins de visibilité sur les threads, sur les posts que je fais, pour deux raisons. Premièrement parce que je suis un petit peu moins actif sur Twitter, c'est vrai, mais aussi parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui sur X, sur Twitter, qui sont de moins en moins mis en avant quand ils n'ont pas la petite coche bleue. Alors personnellement je compte pas l'acheter, je me fous un peu du nombre de vues que je fais. L'important c'est que vous ayez l'information, si ça vous plaît, tant mieux, et si ça plaît pas à tant de gens, et si le fait que je sois pas aussi présent ou aussi actif, ça me fait baisser dans les algos, écoutez, c'est pas très grave, moi ça va pas m'empêcher de continuer à donner de l'information la plus qualitative possible, donc en vrai c'est pas très grave. Dans tous les cas je me concentre majoritairement sur Cryptos Research, et puis Twitter passera en second plan, évidemment, c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas, j'ai pas mis nos fameux banners, mais n'hésitez pas à aller nous suivre sur Cryptos Research. Évidemment, si vous aimez ce contenu de qualité, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'analyse on-chain, si vous voulez que je fasse des tutos précisément sur certains sujets, parce que je prévois d'ailleurs pas mal de vidéos, eh bien il vous suffit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter la vidéo avec des commentaires constructifs, de savoir si ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce que vous aimeriez bien avoir peut-être des analyses différentes, quels outils ou quelles métriques vous aimeriez que je mette en avant. Je lis les commentaires, je réponds pas parce que j'ai pas nécessairement le temps d'aller répondre à tout le monde sur YouTube, mais je lis les commentaires et je prends compte de tout ce que vous me dites, donc n'hésitez pas à me contacter aussi sur Twitter si jamais vous avez envie, ça me fait grand plaisir. Et si
si vous voulez avoir encore un peu plus d'informations, vous savez très bien comment faire, vous allez nous rejoindre chez Cryptos Research. Alors là, moi je voulais pas avoir ça, je voulais avoir notre page directement, mais bon voilà, je peux vous donner aussi un petit aperçu de ce qui se passe, hein. Voilà le canal on-chain de Cryptos Research. Donc, ah non, c'est pas le canal on-chain, ça c'est mon canal personnel. C'est là où je suis en train de créer et de faire les trucs. Donc, un canal on-chain de Cryptos Research, voilà un petit aperçu. On a énormément de données, on a énormément de choses qui se passent. Voilà un petit truc que j'ai développé récemment, là je vais vous faire un petit exclu. Développer un petit indicateur pour nos toasters pour être capable de leur montrer les points de saturation à haussier et baissier qu'on est capable d'observer sur le marché à très court terme, donc avec des momentum à un jour, une semaine et ensuite à une semaine, un mois. Donc vous êtes vraiment capable d'aller chercher énormément d'alpha via l'analyse on-chain. C'est le genre de contenu qu'on va être capable d'aller choper chez Cryptos Research pour vous le rendre en fait le mieux possible. En plus il y a une petite mise à jour de la veille active du canal on-chain qui est en cours en ce moment, où je vous détaille exactement quelles métriques je vais vous présenter au fur et à mesure des jours pour essayer de vous montrer comment est-ce qu'on va être capable d'analyser le marché via différents indicateurs. Donc voilà, petit aperçu. Si jamais vous êtes intéressé à venir chez Cryptos Research, bah, écoutez, vous serez pas déçus, je peux vous le garantir. On a des analyses techniques de folie, on a des analyses fondamentales de folie. Bien sûr, je suis là présent pour l'analyse on-chain. On vous accompagne quand le marché va dans tous les sens. On est là pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On a de la mise en pratique, on a des lives, on a vraiment tout ce que vous voulez d'une communauté privée qui évidemment n'est pas basée sur des outils comme Discord ou quoi. Nous, on a vraiment notre propre site, on a tout hébergé nous-mêmes. On est souverain de ce côté-là. Donc voilà, je vais pas vous vendre le projet trop souvent, mais si jamais ça vous intéresse, évidemment, petit code promo prof20, vous testez pendant votre premier mois d'abonnement avec une réduction de moins 20%. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous avez un mois pour être remboursé. Et puis ce sera comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela était intéressant et si vous voulez que je détaille des dynamiques dans ce genre-là au cours des prochaines vidéos, ou si vous voulez peut-être que je me concentre un peu plus sur Ethereum, parce qu'on s'est beaucoup focus sur Bitcoin depuis quelques mois là. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que vous passerez une excellente journée et puis on se revoit dans 2 semaines. À bientôt.